Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler du harcèlement sexuel dans le milieu du cinéma en vous donnant une vision moins manichéenne que celle que les médias mainstream ou le mouvement MeToo nous donnent, à savoir le méchant producteur qui agresse la gentille actrice innocente. Et il est difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas le milieu du cinéma, qui ne connaît pas la Californie, qui ne connaît pas Los Angeles, de comprendre cette industrie telle qu'elle se passe réellement. Et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Le cinéma, Hollywood, à la base, c'est quoi? C'est des milliers de jeunes petites actrices qui débarquent à Los Angeles en espérant décrocher un grand rôle. Parmi ces femmes, il y en a certaines qui ont un vrai talent, d'autres qui pensent avoir un talent. C'est la gonzesse qui a chanté à Noël devant sa famille et sa grand-mère, ses cousines lui ont dit: ah tiens, t'as du talent, tu devrais essayer de devenir actrice ou tu devrais tenter ta chance. Donc elle va prendre un billet pour Los Angeles en se disant moi aussi je pourrais devenir la prochaine Julia Roberts. Donc ces filles arrivent à Los Angeles dans une ville extrêmement chère et commencent à passer des castings. Et forcément le casting n'est pas rémunéré, donc pendant qu'elles passent des castings, elles seront obligées de faire des petits boulots. Donc elles seront serveuses, vendeuses, promeneuses de chiens, c'est un truc assez grand aux États-Unis, un promeneur de chiens, vous le verrez partout dans les rues à New York ou à Los Angeles, c'est un truc assez courant. Ou encore babysitter. Chacun trouvera ce qu'il pourra. Et ces petits boulots permettront de payer le loyer et la vie d'une façon générale dans une ville extrêmement chère. Et cela peut durer 2 ans, 3 ans, 5 ans ou parfois toute une vie. Certaines jeunes femmes qui débarquent à Los Angeles, les small town girls comme on les appelle, les filles de petites villes qui arrivent en Californie pour essayer de faire fortune, parfois n'y arrivent jamais et finissent par rester éternellement serveuses, vendeuses ou d'autres à la plastique plus avantageuse, gogo danseuses, escortes, peu importe. Hein. Il y a tout un cimetière des éléphants de femmes qui n'ont jamais réussi et qui peuplent encore les rues de Californie. Et parmi toutes ces femmes, eh bien, il y en a certaines qui arrivent à passer le cap. Elles arrivent finalement à décrocher ce fameux casting et à décrocher le rôle et à se retrouver face au producteur. Producteur dont Harvey Weinstein. Et certains de ces producteurs, et c'est très connu dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la musique, ça arrive tout le temps, des hommes puissants qui se retrouvent face à des femmes jeunes, belles, innocentes, vont forcément être tentés de les draguer, de les séduire, et pour les plus lourdeaux et pour les moins doués ou les moins beaux, eh bien, vont un peu forcer la main et tomber justement dans ce harcèlement. Et une femme qui est confrontée à ça aura deux choix. Mettez-vous bien dans la tête de cette jeune actrice qui galère depuis 3, 4, 5 ans dans les rues de Los Angeles, qui décroche enfin ce rôle, des rôles qui peuvent valoir 2, 3, 4, 5 millions de dollars et qui vont payer leur loyer pour les 30 prochaines années. Et elle a le choix entre céder aux avances du lourdeau ou retourner servir des cafés. Sachant qu'une fois qu'elle a refusé et qu'elle retourne servir des cafés, elle ne sait pas quand une chance pareille se reproduira. Lorsqu'un producteur vous dit « tu es prise pour le rôle, tu vas jouer dans le film, le réalisateur s'appelle Tarantino, ton cachet sera de 5 millions », tout de suite, l'avance qu'il va vous faire, l'avance sexuelle, passe au second plan. Peut-être que certaines femmes ont refusé et sont finalement retournées faire la serveuse, et c'est tout à leur honneur, hein, elles n'ont pas voulu vendre leur cul pour 5 millions de dollars, mais je vous garantis que dans 99% des cas, la femme cédera aux avances parce que ce qui est en jeu est simplement trop grand. Elle a le choix entre accepter le lourdeau qui lui passe la main sur la cuisse, mais qui va lui donner le rôle à 5 millions de dollars dans le film de Tarantino, ou retourner servir des cafés ou promener des chiens pour les 5, 10, 20 prochaines années, on n'en sait rien. Le cinéma, c'est un peu la loterie, c'est pas toutes les semaines que vous avez la chance de réussir, de passer un casting et d'arriver à l'étape où vous rencontrez le producteur.
Et toutes celles qui ont porté plainte et toutes celles qui ont fait partie du mouvement MeToo, Salma Hayek, Asia Argento, ce sont toutes des starlettes, ou c'était des starlettes à l'époque, qui se sont retrouvées dans cette situation et qui l'ont acceptée. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas porté plainte le jour où c'est arrivé, elles ont porté plainte 15-20 ans plus tard. Parce qu'au moment où c'est arrivé, elles étaient dans la plus grande opportunité qu'elles n'auraient jamais pu avoir dans leur vie. Il était impossible à ce moment-là de porter plainte, de se mettre sur le dos Harvey Weinstein. Et une fois que vous vous êtes mis sur le dos Harvey Weinstein, vous vous êtes mis sur le dos toute la communauté et toute l'industrie du cinéma. Parce que tous les producteurs vont avoir peur de vous. Ils vont se dire « This girl is trouble ». Elle est source de problèmes. On ne peut pas la rentrer dans un milieu où la prostitution est courante, où tout le monde baisse tout le monde, où toutes les jeunes starlettes ont couché avec tous les réalisateurs et tous les producteurs. C'est un peu le deal du cinéma. Il faut arrêter de croire qu'on peut faire la petite vierge au cinéma. C'est inhérent au milieu. Et si vous ne voulez pas de ça et vous voulez faire la petite vierge, à ce moment-là, vous ne ferez peut-être jamais carrière dans le cinéma. Et pour les femmes qui ont choisi ça, c'est tout à leur honneur, hein. Je suis certain qu'il y a plein de femmes face à autant de sexualité, face à autant de débauches. Je suis certain qu'il y a plein de femmes qui ont refusé. Elles doivent être très très rares. Je connais très peu de femmes qui refuseraient 5 millions de dollars pour un rôle dans un film de Tarantino. Ça doit se compter sur les doigts d'une main, les femmes qui ont dit non à ça. Donc c'est un peu ce qui s'est passé et c'est un peu ce qui se passe dans la réalité. Hein, les Asia Argento et les Salma Hayek, qui portent plainte 15-20 ans après les faits, en réalité ont simplement, regretté ce qui s'est passé, parce qu'elles sont dégoûtées au moment où ça se passe, mais elles l'acceptent parce qu'il y a trop de choses en jeu, et dès que le réalisateur tombe, ou dès que le producteur tombe et que tout le monde lui crache à la gueule, elles se disent, là, il y a deux possibilités. J'ai la possibilité de me venger, et deux, j'ai la possibilité de gratter un petit billet, parce que dans l'histoire, il y a aussi des dédommagements. Et c'est des actrices à qui on ne donne plus de rôle. Hein. Asia Argento, la prochaine fois qu'on lui donnera un rôle, je serai peut-être plus de ce monde. Donc c'était sa dernière opportunité, elle a fait tapis, quoi. C'est comme au poker, elle a fait tapis, elle porte plainte contre Harvey Weinstein, et elle va peut-être gratter 2 ou 3 millions pour sa retraite. Et le mouvement MeToo, au lieu d'enseigner aux femmes à dire non, au lieu d'enseigner aux femmes que le harcèlement n'est pas une fatalité et qu'elles sont capables, et il est même de leur responsabilité de dire non, elles apprennent, ou ce mouvement apprend aux femmes à jouer la victime. C'est-à-dire que vous pouvez accepter les avances, vous faire toucher, etc. Et ensuite, vous portez plainte pour gagner du fric. C'est un mouvement de victimisation. Et je vous partagerai la vidéo en anglais de Julia Hartley, qui est une chroniqueuse sur la radio britannique Talk Radio. C'est une vraie lady, c'est une vraie britannique que j'écoute de temps en temps et que j'apprécie beaucoup, qui en parlant du mouvement MeToo a justement dit que on apprend aux femmes à jouer à la victime au lieu d'apprendre aux femmes à se défendre et à dire non. Et elle fait le parallèle avec le scandale de Westminster. Et elle parlait de l'éditorialiste Jade Merrick, qui est une de ses amies et de ses connaissances, qui a fait partie ou qui a porté plainte dans le cadre du scandale de Westminster contre le secrétaire à la défense, Michael Fallon. Donc Michael Fallon qui a essayé de l'embrasser il y a environ 15 ans, et elle a porté plainte 15 ans plus tard, dans le cadre du hashtag MeToo, etc. Et Jade Hartley a dit que moi aussi, ce monsieur Michael Fallon m'a touché la cuisse. Mais qu'est-ce que j'ai fait le jour où il m'a touché la cuisse? Je lui ai simplement dit, Michael, ou Michael, si tu recommences, je te fous mon poing dans la gueule. Et il n'a plus jamais recommencé. I mean, a classic example was the Time magazine Person of the Year last year, which I thought was
hilarious. It was the Me Too hashtag women, and it included a lot of women who, you know, some who suffered horrific abuse, the Harvey Weinstein characters, but also in the Westminster sex pest allegations included the likes of Jane Merrick, former political editor of The Independent on Sunday, a friend of mine, someone I massively respect. But she had also been, I suppose you could say, sexually harassed by Sir Michael Fallon long before he was Defence Secretary, same as me. Now, her reaction to him trying to kiss her, she claims, was, I mean, he hasn't denied it, so was to just go away, feel terrible about it, and not speak about it for 15 years. My reaction to him touching my knee, now well documented in Kneegate, front page of The Sun, was to say, if you touch my knee again, I'm going to have to punch you in the face, Michael. Job done, carried on, no problem. And what are we telling women? If you play victim, you can be someone we admire. I've got an 11-year-old daughter. I would rather she admired me for someone who goes, I don't want to put up with that. At the time, at that moment, no. And everyone said to me, oh, but you were a political editor, you had the power. I was like that when I was 16, I was like that when I was 18, I was like that when I waitressed. I'm the same person now as I was then. Donc Julia Hartley dit qu'elle aimerait éduquer sa fille comme une vraie femme qui refuse le harcèlement au lieu d'une femme qui va pleurnicher 20 ans plus tard sur ou à cause de quelqu'un qui lui a touché la cuisse ou qui a tenté de l'embrasser. Elle dit en gros qu'une femme qui se respecte est capable de foutre une tarte dans la gueule à un homme qui la touche. Et aujourd'hui, les femmes sont aussi fortes que les hommes, faut arrêter de les prendre pour des petites victimes, et toute personne qui approchera une femme dans un bar, dans un café, dans une boîte de nuit, verra très bien qu'une femme pas intéressée a tout à fait les moyens de vous rejeter et de vous repousser. Les femmes savent très bien faire ça. Donc expliquer qu'elles ont été victimes, que quelqu'un les a touchées, qu'elles n'ont pas pu se défendre, c'est un peu exagéré, et surtout quand ça arrive 20 ans plus tard. Est-ce qu'il faut vraiment 20 ans pour qu'une femme réalise que quelqu'un lui a touché la cuisse? On comprend très bien que là, il y a une volonté de ce mouvement d'exploiter un phénomène médiatique, donc il y a volonté du MeToo d'exploiter ce phénomène pour générer plus de tensions entre hommes et femmes et pour rendre les rapports hommes-femmes naturels complètement insupportables. Des hommes qui ont touché la cuisse d'une femme, il y en a eu des milliers dans l'histoire de l'humanité, voire des millions, et il y en aura toujours. Je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'il faut que ça se fasse, mais on ne peut pas contrôler tout le monde. On est humain, et avoir des pulsions fait partie de notre humanité. Il y aura des humains qui auront la capacité de se contrôler, et ça sera parmi les humains les plus vertueux, les plus intelligents, et il y aura des humains chez qui l'instinct animal sera plus développé que chez les autres. Mais il appartient à l'individu qui se fait agresser ou qui se fait toucher de mettre un stop à cette action. Dans une action, on est deux. Il y a celui qui agit et il y a celui qui subit ou qui accepte de subir. Et je suis tout à fait d'accord avec la ligne de Julia Hartley qu'on ne pourra pas taxer de machisme, qui dit « Si je devais éduquer ma fille, je ne l'éduquerai pas à porter plainte sur #MeToo 15 ans ou 20 ans plus tard, je l'éduquerai à foutre une tarte dans la gueule à tout homme qui touchera sa cuisse sans sa permission. » Et je pense que c'est une meilleure façon d'éduquer les femmes que de leur apprendre la pleurniche et de leur apprendre à aller gratter un billet en portant plainte contre leur patron, leurs collègues, leurs producteurs, leurs réalisateurs, les acteurs, peu importe, qui crée de la tension, qui crée une ambiance insupportable entre hommes et femmes. Je ne sais pas si vous réalisez l'impact psychologique du #MeToo sur les relations hommes-femmes, mais elles deviennent exécrables, tellement l'ingénierie sociale fait son travail, surtout sur les plus jeunes. Une fille qui grandit avec le #MeToo dans la tête va penser que son but dans la vie, c'est de porter plainte 15 ans plus tard contre un mec et de gratter 1 ou 2 millions. C'est à ça qu'on éduque les femmes. On éduque les femmes à la victimisation, au lieu de les éduquer au respect d'elles-mêmes, au lieu de les éduquer à réagir dans l'instant, à dire les choses lorsqu'elles se passent, et il leur appartient de refuser les avances d'un producteur au moment où ça se passe. Sauf qu'encore une fois, ça fait un peu partie de l'hypocrisie féminine ou de la dualité féminine entre le conscient et le subconscient. Le conscient qui va être influencé par la culture, par la religion, qui va lui dire « ce n'est pas bien, ne fais pas ça ».
et le subconscient qui va plus être influencé par 50 millions d'années d'évolution, par la calorie, et qui va lui dire, ben, ce n'est pas tous les jours qu'on va te proposer 5 millions de dollars, et s'il faut qu'il te passe la queue entre les jambes, ferme les yeux, ça passera. Et elle se réveille 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard, alors que plus personne ne lui donne de rôle, alors qu'elle n'a pratiquement plus d'argent pour continuer à payer son train de vie à Los Angeles, à porter plainte contre ce même réalisateur en espérant gratter un dernier petit billet avant la retraite. Et voilà ce qui se passe dans ce monde, et pour ceux qui se demandent pourquoi ces actrices portent plainte 15 ans, 20 ans plus tard, eh ben, la raison, elle est là. C'est que elles ont accepté ce qui s'est passé à cette époque parce qu'il y avait trop de choses en jeu, parce qu'il y avait trop d'argent en jeu. Elles n'avaient pas le couteau sous la gorge, personne ne les a menacées. Ce qu'elles risquaient de perdre, c'était leur carrière, tout simplement. L'exemple d'Asia Argento, l'actrice italienne, illustre très bien cela. Elle dit d'Harvey Weinstein: « J'ai accepté de lui donner un massage ou de lui faire un massage dans un hôtel sur la French Riviera, qui est la Côte d'Azur, mais ensuite il m'a violée. » Elle dit Weinstein me terrifiait, il était tellement grand, ou plutôt massif ou costaud, pour traduire big. Et elle continue: il ne voulait pas s'arrêter, c'était un cauchemar. Mais sérieux, Asia, t'en connais beaucoup des femmes qui acceptent de donner des massages à un homme dans une chambre d'hôtel, sans imaginer qu'il se passera quelque chose plus tard? C'est un peu l'hypocrisie de toutes ces actrices qui se mettent en situation de danger, qui acceptent de se mettre en situation d'intimité avec un homme et qui se plaignent ensuite que il se passe acte sexuel. Toute femme sensée sait très bien que, en suivant un homme dans sa chambre d'hôtel ou en le suivant dans son intimité, elle induit l'acceptation qu'il pourrait éventuellement se passer quelque chose. Et en plus, lui donner un massage ou lui faire un massage, j'imagine que le mec s'est mis torse nu, donc t'as posé tes pattes sur son gros dos velu et tu lui as fait des petits massages pendant 20-30 minutes. Et t'espérais quoi après, qu'il te fasse une tisane? Donc tu t'es volontairement mis dans cette situation de danger et tu as volontairement accepté de te mettre dans cette situation de danger. Donc tu as provoqué la chose. Sauf que ton cerveau féminin réagit 15 ans plus tard en se disant merde, j'aurais pas dû faire ça, c'était dégueulasse. Et t'essayes de trouver des justifications à un acte qui a été à la base initié par toi-même. Cela résume très bien tout ce qu'il y a autour du hashtag MeToo et tout ce qui se passe dans la tête de ces actrices et ce qui s'est passé réellement. C'est que ce qui est décrit comme une agression sexuelle d'un méchant producteur sur une actrice innocente, en réalité est un rapport sexuel à l'époque consenti d'une femme qui est allée de plein gré dans la chambre d'un producteur, qui l'a regardé enlever sa chemise, qui lui a fait des massages, et qui ensuite se plaint qu'il y a eu acte sexuel, est une chose incompréhensible et ambiguë pour moi. Tu acceptes qu'un homme se dévêtisse devant toi et de lui faire un massage, tu induis qu'il pourrait se passer plus. Tu n'es pas une masseuse, tu n'es pas une kinésithérapeute, tu es une actrice qui aurait dû, dès le départ, refuser de l'accompagner dans sa chambre si c'était vraiment ta volonté. Et pour finir, j'aimerais reprendre cette interview de Julia Hartley qui a été donnée par un youtubeur britannique que je suis de temps en temps. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Pour ceux qui ont le temps et la motivation pour la traduire, je vous invite à le faire. Vous savez que vous pouvez mettre des sous-titres sur des vidéos YouTube tierces. Donc si vous pouvez mettre des sous-titres à cette interview, je pense que ça sera bénéfique à beaucoup de monde. Et quand le youtubeur lui pose la question en lui disant mais what do you think about the gender gap? Que penses-tu de la différence de salaire entre hommes et femmes? Elle le regarde en rigolant et lui dit je suis tout à fait d'accord. Je gagne certainement plus d'argent que vous. So, in the Cathy Newman debate, there was a big segment on the gender pay gap. And in the UK, there's apparently sort of 7% or something gender pay gap between men and women. Probably is here. I think I earn more than you.